Ariani avec Pierre-Nicolas Hurstel, bonjour. Bonjour. CEO, cofondateur, et Honest avec Clément Berger-Lefranc, bonjour. Bonjour. CEO de Honest. Merci à tous les deux d'être avec moi. On va parler d'un... Alors, on a travaillé un petit peu en amont cet échange, vous m'avez envoyé des éléments pour comprendre effectivement le sujet qui nous anime pendant ce quart d'heure ensemble. On va parler de traçabilité, notamment de blockchain, de NFT, de token. On parle de quoi déjà? Partons ça et après on parle de vos activités l'un et l'autre, mais comment on peut expliquer un petit peu ces notions pour ceux qui ne connaissent pas ici, qui nous écoutent, qui nous voient en ce moment? Alors, pour essayer de comprendre le mot blockchain, parce que c'est vrai que c'est un sacré buzzword. On en parle, mais est-ce qu'on comprend? On en parle, mais est-ce qu'on comprend? En fait, il y a des choses qui sont relativement simples à comprendre sur la blockchain. Je vais vous donner un exemple concret. Mais si moi, je vous donne un bitcoin aujourd'hui, je vais créer une transaction d'un bitcoin vers vous. Et c'est comme un chèque, en fait. Cette transaction, je vais la mettre dans un panier de transactions en attente de validation. Et puis, il y a un fameux troisième acteur, le fameux mineur, qui va venir piocher dans ce panier de transactions d'attente de validation. Et puis, il va dire, OK, comment ça se fait? Clément veut donner un bitcoin aujourd'hui, mais comment ça se fait que Clément ait un bitcoin? Donc, en fait, il va reprendre un registre qui contient toutes les transactions depuis le début. Et il va dire, Clément, il avait 5 bitcoins, il en a dépensé 4. Aujourd'hui, il lui en reste un. Donc, oui, effectivement, il peut le donner. Et donc, il va valider cette transaction. Et pour la valider, il va la mettre dans un bloc qui contient des milliers d'autres transactions. C'est le registre 2.0, enfin exactement, un registre. C'est ça. Et en fait, ce bloc, il vient l'adjoindre au registre. Et le registre, c'est cet enchaînement de blocs qui contient toutes les transactions depuis le début. Et c'est pour ça qu'on parle de chaîne de blocs, de blockchain. Et donc, moi, j'ai jamais entendu de meilleure explication que celle-là. C'était clair, là. Merci. Et voilà. Et alors ça c'est l'élément basique, technique, quasiment. Mais là-dedans, il n'y a rien de révolutionnaire. Parce qu'en fait, un registre pour gérer des livres de compte, heureusement, c'est un livre de compte, donc c'est un registre. Bon, voilà, on le faisait avant. Et la cryptographie derrière, elle est déjà utilisée. Beaucoup, ça fait une trentaine d'années qu'on l'utilise de manière militaire. Donc tout était déjà là. Par contre, la révolution là-dedans, elle est plutôt sur la mécanique de consensus. Et ça, il y a peu de gens qui le comprennent. C'est quoi la mécanique de consensus? C'est-à-dire qu'en fait, quand moi je vous donne un bitcoin, mon objectif individuel, c'est vous prouver que j'ai un bitcoin de valeur. Mais finalement, c'est pour l'exemple, j'en ai rien à faire de vous, j'en ai rien à faire de la blockchain. Mon seul objectif individuel, c'est vous prouver que j'ai un bitcoin de valeur pour que vous me rendiez un service. L'effet collatéral, mon effet collatéral, c'est de créer cette transaction. Vous, inversement, votre objectif individuel, c'est de récupérer ce bitcoin de valeur. Pour la vengeance, vous n'en avez rien à faire de moi, vous n'en avez rien à faire de la blockchain. Votre effet collatéral, c'est regarder cette transaction. Le mineur, lui, son objectif, lui, c'est de résoudre un bloc. Parce que s'il est le premier à résoudre un bloc, il peut gagner entre 30 000 et 250 000 $ en fonction du cours du Bitcoin. Là, je donne l'exemple de Bitcoin, de la blockchain Bitcoin. Et donc lui, son objectif, c'est de résoudre un bloc. Mais pour ça, il a besoin de transactions valides. Donc son effet collatéral, c'est de sécuriser la transaction dans un bloc pour le mettre dans le registre. La révolution blockchain, elle est là. C'est la révolution du consensus, c'est qu'on a agencé les effets collatéraux des objectifs individuels de chacun dans un système qui s'autocomplète et qui sécurise. Et c'est comme ça qu'en un peu plus de 10 ans, sans aucun soutien politique, même avec des oppositions politiques et sans aucun soutien financier, on a un système qui régit et qui sécurise plusieurs milliards d'actifs dans le monde, qu'ils soient financiers ou physiques, comme on le fait. L'explication est claire. Alors l'explication NFT token. L'explication est très claire. Donc là, on vient de parler avec l'exemple de Bitcoin de jetons qu'on dit fongibles, puisque si tu as un Bitcoin et que j'en ai un et qu'on se les échange, avoir le Bitcoin A ou le Bitcoin B, ça n'a aucune importance pour nous, comme si on avait un euro. Et donc on voit depuis quelques années l'apparition, et c'est sur ce sujet qu'on travaille tous les deux, de jetons qui sont non fongibles. C'est-à-dire que si tu as le A et que moi j'ai le B, peut-être ton A représente un container qui est en train de traverser l'Atlantique et mon B, un sac d'une grande marque dont je viens de faire l'acquisition. Et même s'ils ont, si ce sont des jetons tous les deux, eh bien, on n'a vraiment pas envie de les échanger parce qu'ils ne représentent pas la même contrepartie. Et donc, avec ces systèmes de sécurisation de ce registre amené par le consensus, cette notion de différenciation des jetons qui amène de la rareté et la possibilité d'échanger des jetons fongibles et non fongibles, on touche à ces deux notions très importantes que sont la rareté digitale et la propriété digitale, qui amènent une transformation importante et qui permettent des use cases complètement nouveaux. Alors justement, vous parliez des métiers de vos sociétés. Ariani, Pierre-Nicolas. Donc nous, chez Ariani, on pense que le monde de la relation entre des créateurs, des marques
des communautés et des gens qui participent et qui interagissent avec eux va évoluer vers un système décentralisé basé sur des NFT et des jetons. Et que demain, quand on voudra interagir avec une marque, on possédera un jeton, soit d'un produit qu'elle a créé, soit d'un programme qu'elle a lancé, soit d'une expérience à laquelle on a participé, au lieu de lui donner notre email. Et donc ça va changer énormément de choses, ça va résoudre des problèmes de privacy pour les gens qui pourront garder leurs données sur leur téléphone. Ça va résoudre des problèmes de risque et de coûts pour les marques qui sont jamais à l'abri d'une panne, d'un leak ou d'un problème réglementaire et qui sont aujourd'hui dépendantes d'intermédiaires qui centralisent les données des gens comme les GAFA. Et ça va permettre donc de créer un nouveau CRM décentralisé, respectueux de la vie privée. Et pour démarrer ça, eh bien, on propose aux marques d'émettre leurs premiers jetons comme doubles digitaux des produits de valeur qu'elles vendent. Et donc on va travailler avec des grandes marques de luxe, avec des grandes marques de mode, et leur permettre de digitaliser le produit, de lui donner une version dans le monde numérique et de rajouter des services autour de ça. Donc ça c'est pour Ariani et pour Honest. Pour Honest, nous en fait on est basé sur l'ensemble des produits des produits physiques. Donc en fait pour exactement tous les produits physiques, on va créer le tracker blockchain de responsabilité, en fait ce NFT de responsabilité. Et donc nous on est spécialisé dans le monde de la logistique. Donc aujourd'hui nous on s'assure de la logistique de toute typologie de produits pour des grosses industries comme par exemple la SNCF, Orange, des mécaniques industrielles, pour des distributeurs, Métro, Cdiscount par exemple pour tracer du colis, ou même des marques de luxe aussi, par exemple Saint-Laurent pour tracer leurs produits. En fait on va être vraiment sur n'importe quel actif physique dont on a besoin d'avoir une traçabilité sur l'ensemble du réseau logistique. Donc c'est-à-dire dès l'amont de la construction, mais aussi sur les transporteurs, toute la mécanique de transport, de recentralisation dans les entrepôts et de distribution jusqu'au consommateur final. Donc on est vraiment sur la traçabilité à la fois d'une palette, ça va être une palette, ça va être un colis, ça va être un carton, une box, voilà, ça peut être des objets de luxe, une montre de luxe, un canapé à 2 millions d'euros. On va être dans cette objectif de traçabilité à chacune des étapes. Le gros changement qu'il y a là-dedans, c'est la mécanique de consensus. C'est-à-dire que tous ces gens-là n'apportent pas de l'information comme ça gentiment en disant ça arrangerait Honest ou ça arrangerait les différents que je montre de l'information. C'est une mécanique de consensus de type blockchain qu'on a appliquée sur le terrain pour les opérateurs terrain. Et donc c'est comme ça que ces trackers de responsabilité pour chacun des produits, chaque acteur sur le réseau logistique va se le transférer, se le refiler un peu comme une patate chaude. Et c'est comme ça qu'on arrive à impliquer des réseaux logistiques très très larges, que ce soit des réseaux logistiques tout fermé, tout contrôlé avec ses propres entrepôts, ses transporteurs, ses magasins, jusqu'à des réseaux logistiques complètement ouverts avec une somme de sous-traitants, de sous-traitance de sous-traitants sur des transports, sur une mécanique d'entrepôts, de multi-entrepôts, de multi-distributeurs, et d'avoir une traçabilité de bout en bout de A à Z avec ce tracker de responsabilité. Et là où l'impact est fort, c'est qu'on n'a pas besoin de déployer de choses physiques. Et ça, c'est vraiment bon pour la planète. Parce qu'au bout d'un moment, quand on voit beaucoup de trackers de géolocalisation, de systèmes pour aller venir coller aux produits, c'est un peu dérangeant d'aller produire des produits pour en tracer d'autres. Voilà. Là, l'avantage, c'est que ça peut s'appliquer sur n'importe quelle typologie de produit, un avion, une montre, un colis ou n'importe quoi, sans impact écologique majeur, parce qu'on n'a pas besoin de produire ou de surproduire pour avoir une optimisation. Si j'ai bien compris, 2 usages différents pour vous deux du NFT, c'est ça ? Oui, absolument. Nous, on travaille sur des produits finis. On permet aux marques d'engager le propriétaire, le membre de sa communauté, son client, avec un NFT qui représente le produit ou un bout de valeur de la marque. Donc on est complètement après la fabrication et pas dans la chaîne logistique. Il y a des usages très nombreux. Donc là, il y a B2C, B2B. Les usages sont très nombreux sur tout ça, dans ce secteur ? Oui, alors les usages sont vraiment hallucinants.
à ce que je peux à peu près en parler, mais on est carrément monté dans le monde du judiciaire avec les scellés judiciaires. Donc je tairai le nom, à la fois le pays et le nom des services. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous faites une saisie, vous saisissez à la fois un avion, un livre de compte, un ordinateur, et tout ça va subir un réseau logistique différent. L'avion va peut-être partir sur une base militaire, le livre de compte dans un... Et là, on a besoin d'un outil unique de traçabilité et surtout à valeur probatoire, à valeur juridique, pour pouvoir être sûr que cet objet a été bien pris à un tel endroit, transité à tel élément et qu'il n'a pas été altéré jusqu'à son arrivage. Donc l'utilisation est très large. Comment se fait l'explication de tout ça auprès de futurs clients dans votre prospection? Est-ce que c'est difficile de parler de blockchain, de parler... Alors ça l'était un petit peu, quand on a commencé il y a 3-4 ans, c'était un petit peu difficile. Le terme NFT ne faisait pas partie du langage commun. Donc on trouvait des synonymes, différents mots pour identifier ce qu'on faisait. Ça devient de plus en plus facile parce que voilà, on voit cette technologie maintenant devenir mainstream, toucher des consommateurs partout. Les marques commencent à comprendre le potentiel. J'ai eu une mise en relation cette semaine d'une personne, d'un dirigeant que j'ai vu une fois pendant un quart d'heure, qui a expliqué vraiment en 3 lignes à quel point notre technologie allait transformer l'idée même qu'on se fait du CRM aujourd'hui. Et donc ça devient plus simple. Et l'étape suivante, c'est de mettre tout ça dans les mains des consommateurs. Et c'est peut-être là qu'il va falloir encore un tout petit peu de temps et de pédagogie, parce que là, on s'adresse, nous, à des consommateurs finaux qui vont devoir posséder cette valeur digitale, ces NFT, dans des interfaces sur leur téléphone, sur leur ordinateur, qui ne sont pas natives aujourd'hui. Et donc, les marques vont les développer pour eux, en attendant que de plus en plus d'offres se développent. Et donc, c'est peut-être là qu'il y a encore du temps, un petit peu de temps et un peu de travail. Ouais, nous c'est relativement simple parce que on utilise la technologie vraiment pour un usage logistique. Donc c'est-à-dire qu'on fait économiser immédiatement à nos clients de l'argent. Parce que quand vous avez rationalisé votre réseau logistique, que vous arrêtez de perdre des produits ou qui sont dégradés sur le réseau logistique, c'est des économies immédiate. Donc nous, nos clients, les premiers clients il y a 4-5 ans, ils ont commencé à nous payer parce qu'on leur faisait économiser de l'argent. Au bout de 3 semaines, en fait, nos clients, ils ont un retour sur investissement entre 1000 et 2650%. C'est monstrueux. C'est monstrueux parce qu'en fait, le meilleur moyen d'économiser de l'argent, c'est arrêter de produire des produits qui vont être dégradés et que je vais pas vendre au final. On a quasiment des constats parfois où il y a 2 produits créés pour un produit vendu, parce que l'autre a été dégradé ou perdu ou distordu sur le réseau logistique ou sur sa période de production. Donc c'est des économies qui sont colossales, immédiates. Et donc c'est comme ça que, en fait, finalement, nous, par bouche à oreille, depuis 4-5 ans, on a une croissance sur beaucoup de secteurs d'activité parce qu'on est sur l'ensemble de cette chaîne logistique. Quels sont les objectifs pour Ariani à venir ? Alors, on a un premier objectif qui est d'ancrer notre présence sur toute la catégorie hard luxury, donc montres, joaillerie, et puis d'étendre un petit peu ça sur la maroquinerie. Donc vraiment, d'essayer de devenir un standard de référence sur ce premier cœur de marché. On a un deuxième objectif qui est de plutôt tourner produits et technologies, d'avoir les bons outils pour bien activer l'expérience auprès du consommateur final. Et on a un troisième objectif qui est de dire, finalement, toutes ces technologies qu'on propose, tout ce qu'on propose pour créer de la relation entre un possesseur d'un token, d'un NFT et une marque et une communauté, on va le mettre à disposition de communautés déjà existantes dans le monde digital et crypto, de projets NFT, de projets de tokens, dans lesquels il n'y a pas cette barrière d'avoir besoin d'émettre le token d'abord. Donc c'est un peu nos 3 axes. Puis grandir, avoir des technologies toujours plus robustes, trouver des talents, parce qu'on est sur des sujets où les bons, ils sont soit en train de monter leur boîte, soit très heureux dans un job qui les paye très bien. Donc c'est pas extrêmement simple de trouver des ingénieurs et des gens qui comprennent. Donc c'est aussi un challenge. Et pour Ernest, les objectifs ? Nous, les objectifs, ils sont assez clairs. C'est l'internationalisation. Il y a une double internationalisation, c'est-à-dire qu'on a des projets de très grosse ampleur qui se répandent dans différents pays, puisque la logistique est internationale, donc ça s'étend. Et puis, l'autre projet, c'est sur la partie maritime. On a rejoint l'accélérateur de Rodolphe Saadé, l'accélérateur de start-up de Rodolphe Saadé à Marseille, qui est très basé sur le maritime, et donc sur s'étendre sur toute l'activité maritime aussi, et donc contribuer au développement international. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pierre-Nicolas, Ariani. Merci à toi. Et merci Clément pour Ernest. Et je vous souhaite un bon big. Merci beaucoup. Merci.